Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode d'Extraits d'horreur hors série. Cette émission a pour seul but de vous divertir en format podcast ou devant votre télévision. Alors n'hésitez pas de donner votre avis en commentaire. On se retrouvera aujourd'hui pour 5 nouvelles histoires inédites à vous faire frissonner. Alors n'hésitez vraiment pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux de la chaîne et de liker et de partager cette vidéo et de t'abonner et d'activer la cloche. Et je te laisse pas patienter plus longtemps. Place à la vidéo. Allez, c'est parti. Cet incident s'est produit il y a quelques années, et je suis encore étonné de comment j'étais naïf à l'époque. Cette nuit-là, avec ma meilleure amie, on avait décidé de sortir dans une boîte de nuit. Il y avait vraiment rien d'autre à faire à l'époque. Ce soir-là, comme à notre habitude, on a bu pas mal de verres. On était toutes les deux un petit peu dans le mal. Ce qui était pas très malin, vu qu'on était deux jeunes femmes de 20 ans. Enfin bref. Au cours de la soirée, mon amie a fait connaissance avec un garçon. Et elle a commencé à le trouver sympa. Pour ma part, je venais tout juste de sortir d'une relation amoureuse qui s'était mal terminée. Et je n'avais aucune envie d'avoir une aventure sans lendemain avec un mec random. On est quand même resté ensemble avec ma pote. Mais je me sentais un peu comme la troisième roue du carrosse. À 3 heures du matin, le club a fermé ses portes. À cette heure-là, les métros ne circulaient plus. Et je n'avais même pas assez d'argent pour me payer mon propre taxi. C'est malin d'avoir tout dépensé dans l'alcool, hein? Ma pote m'a donc proposé de partager un taxi avec son nouvel ami. Et donc, j'ai accepté. On a grimpé dans le premier taxi qu'on a vu. Une fois à l'intérieur, on a discuté des arrangements pour la nuit. Ma pote m'a proposé de dormir sur son canapé. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit que j'allais rentrer chez moi à pied parce que je n'habite qu'à 15 minutes de chez elle. Ma pote m'a demandé si j'étais sûr. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas du tout. Mais j'ai insisté. J'étais fatigué, émotionnellement perturbé, ivre, et je voulais juste me réveiller dans mon propre lit. Le taxi est donc arrivé devant chez elle. On a payé le chauffeur et on s'est mis à fumer une rapide cigarette. Après l'avoir fumée, on s'est dit au revoir et j'ai commencé à marcher vers chez moi. Le taxi s'était garé dans la rue, à quelques maisons de là. Je me suis dit qu'il devait certainement être en train de programmer sa prochaine course ou quelque chose comme ça. Mais en passant devant la voiture, la vitre s'est abaissée. Hé, chérie! J'ai sursauté. Je lui ai fait signe, nerveusement de la main. T'as dit que t'habitais pas loin. Je te dépose, c'est gratuit. Je décline poliment la proposition et je lui dis que je suis capable de marcher, mais il insiste. Non, une fille comme toi doit pas marcher toute seule à cette heure-là. S'il te plaît, t'as dit que t'habitais près, non? S'il te plaît, c'est gratuit. J'ai pensé brièvement à des histoires qui m'ont traversé l'esprit, mais j'étais ivre, j'étais fatigué, donc je l'ai remercié et je me suis approché du taxi. En allant ouvrir la porte arrière, il m'a dit de m'asseoir à l'avant, car c'est plus confortable. Et moi, comme une conne,
je me suis assise à côté de lui. Ouais, si j'étais dans un film d'horreur, je serais la première à mourir. Le trajet commence normalement. Après tout, le chemin jusqu'à chez moi devait être assez simple. Mais avant que je m'en rende compte, il tourne soudainement dans une petite rue qui va dans la direction opposée. Mes mains deviennent moites et mon cœur se met à battre comme un fou. On a tous déjà entendu ce genre d'histoire d'horreur, mais ça allait pas m'arriver, hein. Je dis donc au chauffeur que je pense qu'il s'est trompé et qu'il va pas dans la bonne direction. Mais pas de réponse. Je lui demande alors fermement où nous allons, mais ma voix virait dans les aigus. À ma grande surprise, il ralentit et il s'arrête. Mais à ce moment-là, j'entends... Il vient de verrouiller la voiture. Au début, j'y croyais pas, mais là, tout mon corps me disait que j'étais en danger. Il me regarde d'un air beaucoup trop pensif et me dit « Regarde-toi, t'es si triste, mais pourtant si belle. Pourquoi? Ton ami t'a laissé, c'est ça? Ce garçon qui était avec elle, il ne t'a pas choisi? Il a préféré ta pote? » À ce stade, je suis complètement figé sur mon siège. Je n'ai jamais été aussi paralysé par la peur. Il continue. Il me dit « Tu es trop sexy pour rentrer toute seule. Je vais te ramener chez moi et je t'apprécierai. Pas comme lui. T'es tellement sexy. » J'étais assise là, complètement figée par la peur. Et puis, il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche. Va te faire foutre. Il me dit alors sournoisement Ok, je te laisse partir si tu m'embrasses comme une bonne fille. À ce moment-là, il glisse rapidement sa main entre mes jambes et se penche en avant. Et c'est là que je cherche le bouton de verrouillage de la portière. L'homme se redresse très soudainement et démarre la voiture. Mais heureusement, grâce à la lenteur du démarrage, j'ai eu le temps de tirer sur le bouton et d'ouvrir la porte. Je suis tombé sur la route. Je me suis rapidement levé et j'ai sprinté dans la direction opposée de sa voiture. J'ai couru pour ma vie. J'ai parcouru quelques routes secondaires que je connaissais. Et ensuite je me suis caché derrière des poubelles. Lorsque je suis finalement rentré chez moi, je tiens à dire que ma mère a été formidable. Elle s'est occupée de moi. Je n'ai pas pu signaler ce chauffeur de taxi. Lorsqu'on est monté à l'intérieur, on n'a même pas pris la peine de vérifier si c'était une entreprise qu'on connaissait ou si c'était au moins un taxi agréé. On a pris le premier truc qui est venu. Cette histoire s'est déroulée en 2003, lorsque je vivais encore dans mon pays d'origine, l'Uruguay. J'étais une fille de 14-15 ans. Ma meilleure amie à l'époque était également ma voisine. Elle vivait avec sa mère et sa grand-mère, à 3 maisons de la mienne. Je suis ami avec Maritza depuis qu'on est bébé. On a grandi ensemble, on est allé dans la même école, on avait le même cercle social, on partait souvent en vacances ensemble, on se prêtait des vêtements, des CD, de la nourriture. On était pratiquement sœurs en fait. Nos familles étaient proches. À cette époque, sa mère avait une trentaine d'années. Elle était célibataire et travaillait en tant que secrétaire. Elle s'en sortait plutôt bien financièrement. Entre son salaire et la pension de la grand-mère, elle vivait confortablement. La mère de ma meilleure amie a donc commencé à fréquenter un homme qui était dans notre pays pour affaires. On va l'appeler Pablo. Pablo disait qu'il était espagnol. Pourtant, il avait un accent étrange, comme s'il venait d'Italie ou d'un autre pays. Il montrait souvent des photos de lui dans une maison très luxueuse. Il disait que c'était sa maison à Ibiza.
Il montrait des photos de lui en train de conduire une voiture de sport, une photo de lui devant la tour Eiffel. Il était censé être riche, quoi. Pourtant, il séjournait dans un hôtel miteux. Bon, ok, il y avait une piscine. Après avoir fréquenté Pablo pendant environ 1 mois et demi, la mère de Maritza nous a annoncé qu'elle allait bientôt quitter le pays, dans à peu près 6 à 7 mois. Elle était amoureuse de ce mec, et il lui avait promis une vie de luxe en Europe. Tout allait être parfait. Le pays où il déménageait, c'était l'Espagne. Et bien évidemment, elle prend sa fille avec elle. La grand-mère ne pouvait pas venir, du moins pas encore. Elle avait donc prévu de les rejoindre une fois qu'ils seraient installés. C'est là que j'interviens. Vu que j'étais la meilleure amie de Maritza, on m'avait proposé de partir avec eux pour les vacances. Que le fait de partir, ça faciliterait la transition de ma meilleure amie. C'était l'idée de Pablo. J'étais bien sûr très enthousiaste à cette idée. Vous imaginez? 1 mois en Europe avec ma meilleure amie qui déménage? Et puis, l'idée d'aller la voir chaque été et de loger dans la maison de luxe de son beau-père, c'était un rêve. Au début, mes parents n'étaient pas très enthousiastes. Mais après avoir appris à mieux le connaître, ils ont développé de l'affection pour Pablo. Et il a fini par les convaincre. J'ai commencé à travailler les week-ends en tant que serveuse dans le restaurant de mon oncle, pour aider mes parents à payer le billet d'avion et d'autres frais. On a fait les démarches pour obtenir mon passeport et j'avais trop hâte de partir. Au fil des mois, il est devenu évident que je n'allais pas pouvoir y aller. L'argent que j'avais économisé n'était pas suffisant. Il ne couvrait même pas la moitié du billet. Et mes parents n'ont pas pu trouver l'argent pour le reste du voyage. Une semaine ou deux avant leur grand départ, Pablo est venu chez moi et il a parlé à mes parents. Il a proposé de payer mon billet d'avion. Mais mes parents ont poliment décliné. J'étais furieuse. J'ai juré de ne plus jamais parler à mes parents. Je suis pas sorti de ma chambre pendant des jours. Finalement, j'ai dépassé cette colère. Et quand il était temps de les accompagner à l'aéroport pour leur dire au revoir, je l'ai fait. À l'aéroport, Maritza et moi avons pleuré. On s'est serré très fort dans les bras et on s'est promis de se retrouver l'été prochain. D'ici là, j'aurais déjà économisé assez d'argent. Ma meilleure amie m'a dit au revoir et ils sont partis. Les jours sont passés et rien. Aucune nouvelle. Je me souviens de la douleur sur le visage de sa grand-mère. Je me souviens de toutes les nuits où elle n'a pas dormi. Elle était seule chez elle, sans sa fille et sa petite fille qui étaient censées l'appeler dès leur arrivée en Espagne. Mais elles ne l'ont jamais appelée. Finalement, elles ont été signalées comme disparues. Étonnamment, Pablo avait donné son vrai nom et son vrai prénom. Donc après l'intervention de la police, il s'est avéré qu'il avait un énorme casier judiciaire en Espagne et en Italie. Il avait été emprisonné pour drogue, prostitution, enlèvement, extorsion et Dieu sait quoi d'autre. La police a informé leur famille qu'elles avaient très probablement été vendues à un réseau de trafic d'êtres humains, que c'était très courant et malheureusement qu'il y avait beaucoup de cas similaires. Ils leur ont dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire, sinon qu'attendre. La dernière fois que quelqu'un les a vus ou a eu une trace d'elles, c'était à l'aéroport de Séville, lorsqu'elles sont arrivées.
Voici une histoire qui s'est passée quand je vivais au Mexique. J'avais 18 ans et ça s'est passé en été. À la rentrée, j'allais déménager aux États-Unis pour commencer ma nouvelle vie dans une université. Autant vous dire que j'ai bien profité de mon été. J'ai passé mes vacances à sortir avec mes amis, à faire la fête, à boire. C'était trop cool. Après l'une de ces nuits de forte consommation d'alcool, je me suis réveillé chez un de mes potes vers midi. Je suis directement rentré chez moi. J'avais un terrible mal de tête et même les rayons du soleil me faisaient mal. Il n'y avait personne à la maison, mis à part notre femme de ménage, Carmen. Au Mexique, les femmes de ménage sont beaucoup plus courantes. Elles sont pas très chères, même pour les familles de classe moyenne. Je suis rentré dans la maison et je me suis allongé sur le premier canapé que j'ai vu. Je commençais à m'endormir lorsque le téléphone a sonné. Carmen a répondu au téléphone. Et environ une minute plus tard, elle est venue me le donner. Je pouvais voir dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Sa main tremblait alors qu'elle me tendait le combiné. Elle m'a dit d'une voix tremblante: « Je crois que quelqu'un a la señora. » Quoi? J'ai mis le téléphone à mon oreille et je pouvais entendre une femme qui hurlait d'agonie. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Elle criait et pleurait. Elle disait quelque chose à propos d'un doigt. Un homme a pris le téléphone et il a dit d'une voix menaçante qu'ils ont ma mère et qu'ils lui ont déjà coupé un doigt. Je suis tombé dans une rage noire. J'ai commencé à perdre prise sur la réalité. L'homme a exigé de l'argent et je n'en avais pas. J'ai fouillé frénétiquement la chambre de mes parents pour trouver une cachette de cash, n'importe quoi. Le gars a continué de me dire qu'il la tuerait si je n'en avais pas. J'ai supplié l'homme d'attendre que mon père rentre à la maison, car il avait de l'argent. J'étais en train de vivre l'un des pires moments de ma vie. J'étais en larmes. Et à ce moment-là, j'ai entendu la porte de la maison s'ouvrir. Et avec un soulagement indescriptible, j'ai entendu la voix douce et angélique de ma mère qui criait à mon père de prendre quelque chose dans la voiture. Je suis descendu en courant et je l'ai embrassé très fort. Je lui ai dit: « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour t'échapper ?» Ma mère avait l'air perdue. Et c'est là que j'ai compris. J'ai crié dans le téléphone: « Chinga tu madre puto !» et j'ai raccroché. L'homme a essayé de rappeler tout de suite, mais je n'ai pas répondu. Il s'est avéré que j'ai été victime d'une arnaque qui venait de devenir courante au Mexique, où des personnes appellent des numéros de téléphone aléatoires et prétendent avoir kidnappé un membre de la famille. Ils demandent que vous les rencontriez quelque part immédiatement et que vous apportiez l'argent pour la rançon, en disant qu'ils tueront ou continueront de torturer la victime jusqu'à ce que vous donniez ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens comme moi sont tellement effrayés et confus qu'ils ne réfléchissent pas et finissent simplement par donner l'argent. J'utilise Tinder assez souvent et généralement ça se passe bien. C'est même plutôt cool. Je rencontre pas mal de gens, je chill avec eux, je fume. J'ai donc matché avec ce gars qui s'appelle Charlie. Et il a l'air cool. Il est vraiment mignon et il joue de la musique. Ce qui est très attirant pour moi parce que je chante et je joue du piano. On a discuté un petit peu et j'ai accepté de le rencontrer chez lui. Première erreur. Comment est-ce que j'ai pu penser que c'était une bonne idée de rencontrer pour la première fois quelqu'un chez lui? Bref, en arrivant dans son complexe d'appartements, déjà j'ai une impression vraiment bizarre. Je monte au 3e étage et il est là, debout, devant la porte.
Je lui dis bonjour, je rentre à l'intérieur et tout se passe plutôt bien. On se détend, on fume un petit peu, on regarde un film. Pendant le film, il tente un move et je suis réceptive. On finit sur le lit et nous sommes évidemment en train de nous livrer à des activités adultes. Quand d'un coup, il passe ses mains autour de mon cou et serre fort. Très fort. Maintenant, dans un certain contexte, je peux comprendre. Mais là, je suis chez un inconnu et il m'a même pas demandé si j'étais ok avec ça. Je peux littéralement plus respirer. Et je suis certaine à ce stade que je suis en train de tourner au bleu. Non seulement il m'asphyxie, mais il hurle maintenant à mon visage. Est-ce que t'as peur? Avec un regard noir dans ses yeux. Moi je suis en mode, bien sûr que j'ai peur, t'es en train d'essayer de me tuer, putain. Je me débat, et il serre encore plus fort. Je plaisante pas les gars, j'ai sérieusement pensé que j'allais mourir. Par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à me dégager de son emprise, et je me suis mise à hurler. Il me crie de me calmer et j'essaye frénétiquement de me rhabiller. Je fonce vers la porte mais il attrape mon poignet alors que j'essaye de partir. J'utilise toute ma force pour me dégager et je claque la porte. Au moment où elle s'est fermée, ce charmant individu m'a dit « Putain de ça !» Je rentre chez moi et je me regarde dans le miroir. J'ai des bleus dans le cou. J'essaye de le couvrir avec du maquillage mais rien à faire. J'ai l'air tout droit d'avoir été presque étranglé à mort. Ensuite, il m'a envoyé un SMS en disant « Je pense que t'as besoin de plus qu'une tub. » Et moi, je suis en mode « Oh, vraiment? Tu veux que j'amène un pote et que tu nous tues ensemble, c'est ça? Comme c'est charmant. » Enfin bref, je l'ai bloqué, je l'ai signalé sur Tinder. J'ai hésité longuement à aller à la police. Avec le temps, les échymoses ont disparu. Et si j'y vais, c'est maintenant une affaire de parole contre parole. Je commence vraiment à me demander si je devrais aller les voir, parce que je me dis que la prochaine fille n'aura peut-être pas autant de chance que moi. Cette histoire m'est arrivée à l'époque où je vivais encore chez mes parents. J'allais à l'université et j'avais un petit frère et deux petites sœurs de très bas âge. Pour vous situer un petit peu, on vivait à la campagne, dans l'état de l'Ohio. Notre propriété de 2 hectares était entourée de bois et de champs agricoles de chaque côté. Généralement, pendant la semaine, mon père part de la maison à 2 heures du matin pour aller travailler. C'est toujours à ce moment-là que je sens que c'est à moi de prendre la relève, en tant comme de la maison. Enfin bref, cette nuit-là, étant donné que c'était le week-end, mon père était à la maison. Je me suis réveillé au son de la voix de mon petit frère, qui essayait d'attirer mon attention. Nos 2 chambres sont à l'étage. Elles sont séparées. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu quelques instants pour réaliser ce qu'il se passait. Mon frère me disait qu'il y avait 2 hommes à notre porte d'entrée. J'ai regardé vers l'horloge et j'ai vu qu'il était environ 2h30 du matin. Je me suis levé et on est sorti discrètement de ma chambre. De l'étage, on pouvait voir notre porte d'entrée. Elle possède une fenêtre, donc on peut voir à travers. On a regardé depuis l'étage, mais il n'y avait personne. Par contre, il y avait mes parents qui étaient sur le côté de la porte. Ils étaient placés hors de la vue du verre de la porte d'entrée. J'ai chuchoté à mon père. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a répondu qu'il y avait 2 gars qui se parlaient et qui frappaient à la porte. Entendre mon père dire ça m'a encore plus effrayé. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai attrapé mon arme à feu. Après avoir de nouveau jeté un œil vers la porte d'entrée, j'ai descendu rapidement les escaliers. S'ils avaient été à la porte, ils m'auraient vu descendre.
parce que les escaliers sont en vue directe de la porte d'entrée. Mon frère est juste derrière moi. On se dirige vers nos parents, tout en chuchotant pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mes parents s'étaient apparemment réveillés au son de notre chien qui aboyait. À un moment donné, les deux hommes reviennent et recommencent à frapper à la porte. Il est 2h30 du matin, on leur a pas répondu et ils continuent de frapper. Ici, les maisons sont dispersées sur des centaines de mètres. Notre chien est toujours en train d'aboyer. Tout ça rend la situation vraiment flippante. Après quelques minutes, les deux hommes sont partis. On a discrètement traversé la cuisine pour aller dans la chambre familiale parce que les fenêtres de cette pièce donnent directement sur l'allée de la maison, qui est d'ailleurs éclairée par la lumière de notre Porsche. On a jeté un coup d'œil par les fenêtres et on a vu une Cadillac noire. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait personne dans la voiture. Donc notre première réaction, ça a été « ils sont passés où ?» Et on a vite obtenu la réponse à notre question lorsqu'on a entendu les poignées de nos porte-fenêtres arrière. Ma mère, qui était submergée par la peur, a crié le nom de mon père. « David !» J'ai de suite senti mon adrénaline monter. J'ai tendu mon pistolet et j'étais terrifié à l'idée de devoir peut-être tirer sur ces gars. Mon père à ce moment-là a attrapé le téléphone et il a calmement appelé la police. Il leur a expliqué ce qu'il se passait. Heureusement, après avoir tenté à de nombreuses reprises d'ouvrir les portes-fenêtres arrière, les deux hommes ont de nouveau disparu. Sauf que quelques minutes plus tard, ils sont retournés frapper à notre porte d'entrée. À ce stade, plusieurs minutes s'étaient écoulées, et soudain, nous avons vu les voitures de police locales arriver en trombe avec leurs feux clignotants. Alors que les voitures entraient dans notre allée, les deux hommes ont pris la fuite, essayant de contourner la maison. L'un d'eux a disparu de notre vue, mais l'autre a été intercepté par un officier qui lui a crié de se coucher. Il a refusé d'obéir. Il a immédiatement été tasé. D'autres policiers sont partis à la recherche du deuxième gars. Pendant ce temps, un officier de police est venu nous parler. Finalement, les forces de l'ordre ont retrouvé le second individu. Il était caché dans la petite maison de jeu de ma sœur dans le jardin. Il s'est avéré que les deux hommes étaient sous l'influence de l'alcool et ou de la drogue, parce que celui qui était caché avait de la cocaïne sur lui. Bien qu'ils ont tous deux été arrêtés cette nuit-là, nous n'avons jamais su pour quel chef d'accusation ils ont été inculpés. On n'a jamais su ce qui leur est arrivé par la suite. Étant donné qu'ils ne sont pas entrés dans notre maison, ils n'ont pas pu être inculpés pour cambriolage ou quoi que ce soit. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de mettre votre avis en commentaire et de me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne. C'est très simple, tout se passe en description. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas de liker et de repartager à plein d'autres personnes. Et aussi, pourquoi pas t'abonner et activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune vidéo sur l'horreur et le paranormal. Et on se retrouvera prochainement pour parler bien sûr de nouveaux threads d'horreur inédites et de légendes urbaines. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.